Vous avez de la misère à trouver, c'est pas grave. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro tout simplement là, puis poser votre question. Si vous allez dans le chat aussi, il y a un chat. Amélie va le surveiller. Là. Moi-même, je suis notoirement pas très bon pour regarder le chat pendant mes présentations. Donc, mais si on vous oublie, là, dites-le nous donc. Puis je vais ménager aussi des pauses pendant la présentation pour vous permettre de respirer un peu puis de poser des questions. C'est le genre de présentation qui suscite beaucoup de questions, puis des fois, parfois, chez certains, un peu d'anxiété. Donc, faites-vous-en pas, là, posez-nous des questions, mais un avertissement, une mise en garde, je sais pas au départ. Moi, je ne suis pas, comment dire, un avocat. Hein. Je vous parle d'une loi, entre autres, puis de cybersécurité en général. Mais je ne vous donne pas un avis juridique aujourd'hui sur votre entreprise. On s'entend, là, ce que je fais, c'est de vous donner de l'information essentiellement sur un contexte d'affaires des entreprises d'économie sociale dans le cadre de cette loi-là qui est plus si nouvelle que ça, hein, qui existe maintenant depuis septembre 2022. Donc, elle commence à avoir de l'âge un peu, mais très, très peu par contre, de jurisprudence. Même si la loi existe depuis un bout de temps, puis le but du législateur, c'était clairement de donner des dents, finalement, aux organismes régulateurs, là, la Commission d'accès à l'information, en l'occurrence, pour agir pour la protection des renseignements personnels. Il reste quand même qu'au total, il n'y a pas eu tant de poursuites, il n'y a pas eu tant de cas d'application là, en ce moment. La loi s'est raffinée, puis je vais parler de certaines affaires là, qui ont changé récemment, mais reste que pour l'essentiel, et c'est une loi jeune, puis il y a beaucoup d'interprétations qui restent à faire par les tribunaux. Donc, si vous me posez des questions particulières sur votre cas, puis ce genre de choses-là, ça se peut que je dois vous dire, ben, je dois élargir peut-être au principe, puis je ne pourrais pas vous parler de votre entreprise en particulier. N'hésitez pas à me donner des cas. On verra si je suis capable d'y répondre ou non, mais vous comprenez que je dois agir avec une certaine prudence, là, étant donné qu'on parle de l'application d'une loi et qu'on n'est pas dans un contexte là, de conseil juridique. Cela dit, ben, lançons-nous. Je vais juste partager mon écran là, parce que j'ai évidemment, comme tout le monde qui fait ce genre de choses-là, un petit PowerPoint à vous partager. Un instant, je vais vous mettre ça en mode présentation. Et si quelqu'un serait assez bon pour me dire là, que si tout fonctionne, C'est parfait. excellent. Donc, euh, on va parler, dans le fond, surtout des responsabilités là, que les gens peuvent avoir comme administrateurs ou employés là, d'une organisation. Ce ne sont pas les mêmes exactement, mais ça se ressemble pas mal. J'imagine qu'il y a aujourd'hui là, des gens qui sont administrateurs d'un OBNL ou d'une coop, puis d'autres qui sont des employés. Les deux, là, je dirais, 95% de la présentation s'applique. Je commence peut-être avec ça. Vous voyez tous ces logos-là des entreprises, certaines sont très connues, là, comme Hydro-Québec au Québec, évidemment, d'autres peut-être un petit peu moins, là, comme la Société de transport adapté de la capitale, mais elles ont quelque chose en commun. La question n'est pas dure. Est-ce que vous avez une idée, là, qu'est-ce que ça peut être? Quelqu'un veut se lancer? Un brave? Non, c'est facile. Oui, allez-y, Dominique. Dominique, oui. Il aurait été victime d'attaques en cybersécurité. Bingo! Eh oui, elles ont toutes été victimes d'une cyberattaque et même de fuite de données, en fait, dans les dernières années, parce que là, j'avais fait ça en 2023, là, ça fait un petit peu plus d'un an, là, je pourrais le remettre à jour, là, en fait, là, il y en a tout le temps, en fait, là, 60% des entreprises à chaque année sont victimes d'une cyberattaque. Ça ne veut pas dire que ça donne quelque chose, hein. Certains ont des systèmes, la plupart ont des systèmes de sécurité qui sont corrects. Les hackers, en guillemets, s'essayent, ils ne trouvent pas de faiblesse, ils vont ailleurs. Mais c'est la majorité des entreprises là, qui font l'objet finalement d'une tentative, là. Et c'est sûr que là, ce que vous voyez, ce sont les entreprises qui sont sorties publiquement. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Beaucoup d'entreprises cachent ce qui leur est arrivé. Euh, et le but, d'une certaine manière, de la nouvelle loi 25, je la définis dans un instant, c'est d'éviter cela. Parce que dans le fond, ça faisait en sorte qu'il y a des gens qui étaient victimes d'une fuite de données, hein, des gens pour lesquels ces entreprises avaient des renseignements personnels et qui ne le savaient pas, puis qui se retrouvaient peut-être des semaines, des mois plus tard à avoir un vol d'identité, ce genre de choses-là, et ils n'avaient pas pris les mesures nécessaires pour se protéger parce qu'ils ne savaient pas que leurs données avaient été
perdus ou volés par des tiers dans une entreprise où ils sont clients ou membres ou peu importe leur statut, ou employés même. Alors, le législateur a décidé d'agir. Essentiellement, c'est ça, là. Euh, pour faire en sorte finalement de serrer la vis. Il faut le voir un peu de cette manière-là, là, des entreprises en général, et ça s'applique à toutes les personnes morales et même à toutes les entreprises. On a posé la question là, en septembre 2022, même avant, là, je pense à l'été 2022. Est-ce que ça s'applique aux OBNL? Oui. Aux coop? Oui. Aux sociétés en nom, en nom collectif, est-ce que ça s'applique même aux entreprises individuelles, aux travailleurs autonomes? On avait posé cette question-là à la Commission d'accès à l'information et sa réponse avait tenu en trois lettres. Oui. C'est oui à tout ça. Il n'y a aucune il y a aucune nuance dans leur tête. Dès que vous opérez une entreprise, vous êtes assujetti à la loi, que vous soyez un OBNL ou autre chose là, comme type d'entreprise. C'est rendu à tel point fréquent, en fait, qu'il existe maintenant des experts en négociation là, tu sais, avec les terroristes de la cyberattaque. C'est un métier tout à fait légal là, qui a le droit d'exister. Souvent, ils sont embauchés par des assureurs. On va parler des assurances un petit peu plus loin. Puis il y a certaines organisations criminelles là, qui sont hébergées dans des États, on va dire, voyous, là, tu sais, comme la Corée du Nord ou l'Érythrée, là, vous voyez ce genre d'endroit, là qui hébergent finalement là, des organisations qui sont vraiment très organisées avec des centres d'appel, puis tout ça, puis ils vont regarder une entreprise, ils vont essayer d'évaluer la capitalisation, le chiffre d'affaires, puis ils vont prendre, par exemple, en otage des données, puis demander un montant qui a de l'allure. Là. Tu sais, si, par exemple, ils font affaire avec un OBNL au Québec qui ont l'air d'avoir 4-5 employés, ils ne vont pas demander 75 millions. Ils vont peut-être demander 18 000 $. Alors là, ils ont peut-être une chance de l'avoir si les entreprises finalement acceptent. Puis il peut y avoir des négociations puis ce genre de choses-là. Comment est-ce qu'on fait finalement pour pas arriver là? Je vous en parle un peu aujourd'hui. Mais d'abord, la loi 25, c'est quoi, là? Ben, c'est une loi qui en modernise une autre, hein. On l'a appelée par son petit nom, loi 25, mais la réalité, c'est que la loi sur la protection des renseignements personnels, elle existe toujours. Elle existe depuis le début des années 2000. Et elle a été mise à jour, là, finalement, par le législateur au Québec. Euh, En s'inspirant, je dirais, là, de l'environnement législatif européen. En Europe, ça fait depuis bien longtemps là, que des types de lois comme ça existent. Il tient compte finalement de l'environnement technologique. Au début des années 2000, c'était quelque chose de moins critique. Maintenant, n'importe quel système qui est sur Internet est potentiellement une faille de sécurité. Alors, pour finalement se mettre à jour, ben, le Québec a été la première législation en Amérique du Nord, finalement, à adopter des principes de protection des renseignements personnels qui ressemblent à ceux de l'Europe, qui étaient vraiment en avance par rapport à nous. Mais la réalité, c'est qu'il y a une chose qui a vraiment forcé le législateur à agir récemment, c'est, vous connaissez tous, là, c'est la fuite des données de Desjardins, là. Au début de l'été 2019, il y a une fuite de grande échelle, la plus grande fuite de données de l'histoire du Québec, en fait, là, qui a créé un traumatisme au Québec, qui a forcé le législateur à agir, tout simplement. 9,7 millions de personnes au Canada et à l'étranger, donc 7 millions de personnes physiques, là, de Québécois, là, de monsieur, madame, tout le monde, ont été touchés par cette fuite. Si vous étiez à l'époque membre de Desjardins, vos données sont aujourd'hui sur le dark web. Aucune, aucune autre possibilité, c'est certain. Cela dit, ça ne veut pas dire tirez-vous par la fenêtre, là. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire changer nos mots de passe, etc. Évidemment, Desjardins a pris ses responsabilités comme une entreprise responsable. C'était même à l'époque où ça leur est arrivé, Desjardins était un premier de classe hein, au chapitre de la protection des données, puis des renseignements personnels, puis des mesures de cybersécurité. Mais elle a été victime d'un employé à l'interne. Et ça, là, c'est extrêmement difficile pour n'importe quelle organisation d'assurer la sécurité de ses données quand il y a un employé malicieux à l'interne. Surtout que cet employé à l'époque, c'était quelqu'un qui était un informaticien, là, qui avait les mains très profondément là, tu sais, dans le système, c'était de l'équipe marketing, en fait, au siège social de Desjardins, avec l'accès là, tu sais, à toutes les données potentielles. Ils ont changé leur façon de faire depuis.
Mais reste que tout ça, tu sais, a amené un règlement, on a entendu des nouvelles dernièrement, là, de plus de 200 millions de dollars qui est intervenu entre la Fédération des caisses des jardins et un ensemble d'actions collectives là, tu sais, qui avait été qui a commencé à l'époque. Ça arrive donc aux meilleurs, aux plus grands, à ceux qui ont plus, qui ont tous les moyens là, tu sais, pour se protéger. Donc, oui, ça peut arriver à des plus petites entreprises et même ces petites entreprises deviennent de plus en plus une cible tentante, en fait, pour les cyberattaqueurs de ce monde, mais pas que. Il n'y a pas que les gens malicieux de l'extérieur qui représentent potentiellement des dangers là, tu sais, pour protéger le donné. Il y a aussi tout simplement des gens à l'interne qui sont bien intentionnés, mais qui sont négligents ou encore sont mal formés. Le véritable risque numéro un de protection des renseignements personnels et de cybersécurité, là, c'est vous et vos employés qui agissent en toute bonne foi et qui peuvent mettre en péril finalement la sécurité des données de vos entreprises. Je vous parle de ça aujourd'hui essentiellement, mais avant d'aller là, parlons peut-être un petit peu des nouvelles dispositions législatives. Euh, Qu'est-ce que, dans le fond, ça comprend là, essentiellement là, cette nouvelle loi qui met à jour la protection des renseignements personnels? Essentiellement, je dirais là, quatre grands concepts qu'il faut comprendre au départ. D'abord, c'est quoi un renseignement personnel? Il est défini d'une manière très claire maintenant, puis il a même évolué depuis 2 ans à peu près, là. C'est tout renseignement qui concerne une personne physique qui permet de l'identifier, essentiellement. Donc, c'est pas juste le nom d'une personne ou sa photo, là, tu sais, ça peut être même une adresse courriel, hein. Mon adresse courriel, martin.noël@cdrq.coop. Ça prend pas un génie pour savoir que je m'appelle Martin Noël, puis de relier mes informations à cette information-là, mes données personnelles à cette information-là. Cela dit, il peut y avoir des choses plus ésotériques, là. Il peut y avoir, par exemple, une série de chiffres, un séquentiel. Ça n'a pas l'air d'être un renseignement personnel, mais si vous avez une table de concordance où les chiffres, les séquentiels relient à un nom, ben là, c'est l'équivalent d'un renseignement personnel. Ça peut être aussi des choses qui nous permettent d'identifier une personne par croisement. Comme par exemple, si j'ai l'adresse d'une personne, puis j'ai son sexe, ben moi, à mon adresse, il n'y a qu'un homme, c'est moi. Donc, c'est pas très difficile de faire une concordance des renseignements, puis de savoir que qu'une base de données avec l'homme qui habite au 907 rue Beaubien et c'est Martin Noël, en fait. Et là, si dans tout le reste de la string, mettons, d'une base de données, il y a, par exemple, moi, je ne sais pas, moi, mon état de santé, puis ce genre de choses-là, il y a des renseignements donc sensibles, hein, c'est la deuxième définition, qui peuvent donc, par leur nature, notamment médicale, là, ou biométrique, ou autrement intime, là, comme l'orientation sexuelle, ce genre de choses-là, puis qui, s'il est dévoilé dans un certain contexte, son utilisation ou sa communication peut créer un préjudice ou, envers une personne, puis qu'on a une attente raisonnable, je dirais, en matière de vie privée en l'égard de l'entreprise qu'on l'a donnée. Ça, c'est un renseignement sensible. Et tout tourne finalement, autour de cette définition-là. Par exemple, moi, j'ai mon adresse courriel, ma photo, puis une petite bio sur le site de la CDRQ pour dire qui je suis, là, finalement, pour amener les clients à nous contacter au besoin. Ça n'est pas un renseignement personnel parce qu'il peut pas avoir d'attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne ça, puisque comme employé, j'ai donné le droit à mon employeur de publier ma face puis mes coordonnées pour que les clients me rejoignent, évidemment. Alors ça, c'est quelque chose qui a été euh, euh, je dirais, précisé dans les dernières semaines, mois, mais reste quand même au cœur de, finalement de la protection des données personnelles, il y a les renseignements sensibles. C'est ce qui devrait le plus vous interpeller, je dirais, comme entreprise. Quels sont les renseignements sensibles que je détiens sur mes membres, sur mes clients, sur mes employés?
Les employés, là, si vous avez des employés, c'est certain que vous avez des renseignements ultra confidentiels, ne serait-ce que le numéro d'assurance sociale. Incident de confidentialité, c'est ça que, dans le fond, le législateur veut, d'une certaine manière, réguler. Quand ça arrive, il y a maintenant quelque chose à faire en particulier. C'est quoi un incident de confidentialité? C'est essentiellement l'accès non autorisé par la loi là, à un renseignement personnel. Fait qu'un accès non autorisé, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un hacker coréen qui est venu s'emparer d'une donnée pour le vendre sur le dark web, là. Ça peut tout simplement être l'adjointe administrative qui a envoyé un fichier, mettons, des ressources humaines à tous les employés plutôt que juste à la conseillère en ressources humaines. Oups, erreur, je voulais juste l'envoyer à une personne, je l'ai envoyé à 35 personnes. C'est un accès non autorisé d'un renseignement personnel. Il est mis à la disposition de plein de gens qui n'auraient pas dû avoir accès à tout ça. Donc, c'est un incident de confidentialité. Vous allez le voir plus tard un peu. Maintenant, il faut le documenter. Et si jamais ça pouvait porter préjudice à des personnes qui n'en seraient pas au courant, mon exemple n'est pas bon là-dedans, mais mettons, on perd un portable avec des rapports d'impôts dedans, là, maintenant, l'entreprise aura même le devoir, même l'obligation légale, devrais-je dire plutôt, de dévoiler ça à la commission d'accès à l'information et aux gens à qui ça peut porter préjudice. Donc, ça va jusque-là. Maintenant, il y a une obligation de dévoiler finalement la perte d'un renseignement personnel ou toute autre atteinte de ce type à la protection d'un tel renseignement. Évidemment, quand on est capable de démontrer que ça ne porte pas préjudice, etc., on peut juste le garder dans nos registres. Je vous l'explique dans un instant, là, mais il reste que cette notion-là d'incident de confidentialité est au cœur aussi, là, comme les renseignements sensibles de la loi. Et finalement, il y a une autre notion qui est bien importante à comprendre quand on explique la loi, où j'arrive dans un instant, c'est la notion de consentement éclairé. Vous le savez tous ce que c'est du consentement éclairé. Dans le cadre de la loi 25, son application est pas si simple que ça, cependant. Euh, Ça dépend du contexte, hein. D'un consentement éclairé obtenu, par exemple, par une entreprise auprès de clientèle vulnérable. Bon, par exemple, parlons d'enfants, de personnes âgées avec des troubles cognitifs, d'itinérants, de personnes qui ont des troubles cognitifs ou mentaux versus la population en général ou un groupe d'avocats. Hein, vous comprenez, le consentement éclairé, c'est vraiment pas la même affaire. Ça dépend du contexte finalement. Et là, ce que le législateur dit essentiellement aux entreprises, c'est que quand vous allez demander le consentement à des gens pour utiliser leurs renseignements personnels ou même les recueillir, juste aller les chercher, vous allez devoir vous organiser pour avoir un consentement éclairé et c'est à vous d'utiliser votre jugement pour que ce consentement-là soit éclairé. Alors là, vous comprenez que c'est quoi utiliser son jugement et son gros bon sens dans le cadre de l'application d'une loi, là? C'est pas si clair que ça, c'est pas si simple que ça, et ça se peut qu'il y ait une, euh, une jurisprudence qui se fasse avec le temps pour définir un petit peu plus ces concepts-là. Mais pour l'instant, je dirais, tu sais, si vous voulez vous protéger comme entreprise, peut-être vous mettre un peu dans les bottines de vos clients, de vos membres. Si c'était moi dans un cas comme celui-là, qu'est-ce que je m'attendrais finalement comme consentement éclairé? Qu'est-ce que je devrais avoir compris? Comment on devrait me l'avoir présenté pour que je comprenne? On va dire ça comme ça. Vous avez tous été victimes, entre guillemets, de ça, je suis sûr, là. Quand vous downloadez un programme ou une app sur votre cellulaire, ou ce genre de choses-là, là, on vous demande de lire un texte tu sais, d'approbation de 3 kilomètres de long. Il faut scroller, scroller, scroller jusqu'en bas, puis aller cliquer. Oui, j'ai compris, puis on continue. Ça, en théorie, là, ce genre de choses-là devrait ne plus exister hein, en vertu de la loi 25. Sauf que là, on sait tous que ça va continuer d'exister parce que souvent, ce sont des apps qui sont créées aux États-Unis, en Chine ou whatever. Puis la loi 25 s'applique hein, à toutes les entreprises qui opèrent au Québec, incluant les entreprises américaines ou chinoises qui opèrent chez nous. Alors, je vous dis pas que scroller pendant 3 kilomètres là, pour approuver, ça arrivera plus, mais en théorie, du moins, ce genre de choses-là ne devrait pas arriver, à moins qu'on soit capable de démontrer que c'est vraiment nécessaire, ce qui est loin d'être le cas, on va se le dire, là, dans des situations comme celle que je viens de décrire. Bon, mais plus concrètement,
hein, il y a des choses qui ont changé et qui s'appliquent depuis Ouais. septembre 2022. Il y a un petit train de mesures La loi 19 sur la qui loi s'appliquent. 25. Ça va faire comme ça déjà. Ah, Là, ok, c'est là, tu veux excusez-moi, il y a une se personne qui a son micro d'ouvert, Myriam, merci. Euh, donc, il y a un petit train de mesures qui s'applique depuis septembre 2022. Le gros train de mesures qui s'applique en ce moment, hein, en septembre 2023, puis quelques petites affaires qui ne vous concernent probablement pas en septembre 2024. Parlons-en donc. Depuis septembre 2022, c'est déjà passé, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que normalement, devrait paraître sur votre site web votre politique de confidentialité et vous devriez avoir dévoilé qui est le responsable de la protection des renseignements personnels dans votre entreprise. Si vous n'avez pas de site web, ça devrait être disponible à quelque part physiquement, là, soit à l'accueil ou en tout cas votre siège social. Si vous n'avez pas désigné encore un responsable de la protection des renseignements personnels dans votre organisation, c'est votre président du conseil d'administration qui l'est actuellement. Et c'est pas nécessairement une charge qui est si écrasante que ça, soit dit en passant, là. C'est essentiellement la personne qui est responsable d'interagir avec le gouvernement en cas d'incident de confidentialité, par exemple. C'est un peu comme le secrétaire d'un CA, hein, tu sais, qui jase avec le gouvernement pour les obligations réglementaires. Ben, le responsable de la protection des renseignements personnels, c'est le responsable finalement de- d'interagir avec les organismes réglementaires à ce propos-là. C'est pas obligé d'être quelqu'un dans votre organisation, c'est pas obligé d'être un administrateur, ça peut très bien être un employé. À CDRQ, c'est le directeur des technologies d'information, tu sais, qui est responsable de ça. Et normalement, le législateur s'attend à ce que cette personne-là agisse et soit supportée par l'entreprise. Donc, c'est pas juste de nommer quelqu'un, là, c'est de créer un petit comité de protection des renseignements personnels, d'application de la loi 25, finalement, de lui donner les moyens, donc du temps pour agir, puis de lui demander des comptes. Finalement, comme conseil d'administration, vous avez un devoir de diligence, là, de s'assurer que l'organisation fait ce qu'elle doit faire, entre autres, pour respecter les lois. Donc, les administrateurs, normalement, devraient s'intéresser à la protection des renseignements personnels et à la cybersécurité et demander des comptes, par exemple, au comité de protection des renseignements personnels en la personne du responsable qui peut, par exemple, être convoqué une fois ou deux fois par année, peu importe la fréquence ou votre inquiétude par rapport à ça. Donc, ça, c'est depuis septembre 2022. Ça fait plus qu'un an, là. Donc, bientôt, ça va faire 2 ans, là, à l'automne prochain, que ces obligations-là existent. Septembre 2023, donc c'est passé depuis une couple de mois, c'est là que ça fait mal. 90% des obligations ont commencé à partir de septembre 2023. Alors, je vous en donne quelques-unes en spray, là, puis après ça, je vous donne la possibilité de se parler un peu, là, de poser des questions. Alors, qu'est-ce que c'est depuis septembre 2023? La gouvernance de données, donc des règles de conservation et de destruction des renseignements personnels. Là, je parle des données, là, mais des données, ça peut être papier aussi, là, tu sais, ça peut être dans un placard ou euh, un armoire qui est barré, là. Donc, normalement, vous devriez avoir réfléchi combien de temps je conserve des renseignements personnels. Ça se peut que vous ayez en ce moment là, des armoires dans le sous-sol de l'organisation là, qui remontent à 1974. Il faudrait réfléchir, est-ce qu'il y a des affaires là-dedans qui sont des renseignements personnels, puis est-ce que j'ai encore une raison de les garder? Si la réponse est non, il faudrait peut-être penser, dans le fond, à leur cycle de vie, puis éventuellement à les faire transiter vers la déchiqueteuse. Puis c'est la même chose pour les renseignements numériques. Bien sûr, vous avez des obligations, par contre, par exemple, qui sont imposées par Revenu Québec, ce genre de choses-là, pour être capable de faire une reddition de compte. Puis généralement, là, c'est des délais de prescription de 7 ans. Là, renseignez-vous, là, je ne vous donne pas un conseil, là, tu sais, mais il y a une, il y a une raison totalement légitime de garder des renseignements personnels, là, même de gens qui ne sont plus vos clients ou vos employés. Mais cela dit, ce que le gouvernement s'attend finalement, c'est qu'il y ait une gestion de risque qui soit faite dans toutes les entreprises par rapport à la conservation et la destruction des renseignements personnels. Et qu'on décide, après un certain temps là, qui a été réfléchi, de ne plus les conserver, de telle manière finalement qu'il y a moins de risques qui partent dans la nature et soient disséminés à des gens qui n'en ont plus besoin pour limiter donc le risque d'incident de confidentialité avec des renseignements sensibles. Hein, vous connaissez maintenant le mumbo jumbo de la loi. Donc,
Autre chose, depuis septembre 2023, c'est l'attribution de rôles et responsabilités du personnel tout au long du cycle de vie des renseignements personnels. Donc, ça veut dire que les employés qui ont accès à des renseignements, on devrait, ça devrait être fait sur la base du need to know basis. Vous avez peut-être déjà entendu ça, là. Est-ce que vous avez besoin de savoir? Si la réponse est non, vous ne devriez pas avoir accès. Si la réponse est oui, on vous donne accès. OK, très bien. Mais dans contexte d'une certaine manière. Est-ce que vous avez besoin d'avoir accès à tous les CV dès le début ou simplement avoir le formulaire d'engagement de la personne parce que vous êtes au RH ou à la, je sais pas moi, vous êtes le supérieur immédiat? Par exemple, les ressources humaines, généralement, vont avoir accès à tout, là. Les autres, ils ont besoin de vraiment tout savoir, tandis que des gens qui sont le supérieur immédiat ont peut-être pas besoin d'avoir tout ce genre de choses-là. Donc, encore une fois, gestion du risque par rapport aux renseignements personnels, donner accès au plus petit nombre possible, sans nuire à vos opérations, bien sûr, au renseignement personnel dans l'organisation. Autre chose qu'on s'attend depuis septembre 2023, c'est qu'il a été mis en place un processus de traitement des plaintes en matière de protection des renseignements personnels. Si quelqu'un se plaint, vous devriez avoir quelqu'un qui est capable d'y répondre et d'une manière structurée, en mettant ça dans des registres, etc. Puis que si jamais c'est un incident de confidentialité qui cause un préjudice à des personnes qui n'en sont pas au courant, que vous soyez capable d'une procédure pour les rejoindre, ces gens-là, et que vous dénonciez, en guillemets, là, que vous dénonciez la situation plutôt à la Commission d'accès à l'information, qui elle-même a un répertoire. Donc, tout ça, là, en théorie, ça devrait déjà être en place dans votre organisation. La Commission d'accès à l'information sait très bien que ce n'est pas le cas dans la plupart des entreprises du Québec dès maintenant. C'est pas parce que vous l'avez pas fait que vous avez un passe-droit pour ne pas le faire, là, mais il me semble qu'il y a à peu près 40 à 50 employés à la Commission d'accès à l'information. Un certain nombre d'entre eux seulement sont chargés finalement des enquêtes. Alors, vous pouvez vous imaginer, là, avec 250 000 entreprises au Québec, là, ils ne vont pas aller vérifier dans les entreprises est-ce que ça a été fait ou pas. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vous amener finalement, comme administrateur et employé, à commencer le processus. Et si jamais il y a un incident de confidentialité, qu'on peut démontrer qu'il y a une négligence euh, une négligence qui a amené finalement des préjudices à des gens, là, le législateur va pouvoir se servir de toutes ces dispositions réglementaires pour faire imposer des sanctions à l'entreprise ou même aux administrateurs même. Parce que par exemple, comme les déductions à la source ou les taxes ou les impôts, il y a une responsabilité maintenant personnelle sur les épaules des administrateurs. C'est une nouvelle responsabilité statutaire des administrateurs. La protection des renseignements personnels fait partie maintenant des obligations qui peuvent s'appliquer personnellement sur vos épaules. Donc, si vous n'avez pas pris, si vous n'avez pas fait de diligence, si vous n'êtes pas capable de démontrer finalement qu'il y a des actions qui ont été faites à l'intérieur de l'entreprise pour protéger les renseignements qui vous sont confiés en toute bonne foi par vos clients, vos membres ou vos employés. Oui, je sais, là, pour certains, ça peut créer un peu d'anxiété, là, mais reste que tout ça, là, faut se le comprendre, là, il n'y a pas de police de la protection des renseignements personnels, hein. Ça va permettre aux législateurs, ou plutôt au gouvernement, aux organismes réglementaires d'agir s'il y en a besoin. Maintenant, depuis septembre 2024, ou plutôt en septembre 2024, il va y avoir quelques autres affaires, mais c'est moins critique, là. Le droit à la portabilité, j'en parle tout à l'heure, mais quelqu'un a le droit de savoir qu'est-ce qu'il y a dans son dossier, puis de se le faire donner dans un format qui est facile à consommer, là. Puis il y a des trucs aussi là, sur la biomesure, tout ça, là, que si vous utilisez, par exemple, des empreintes de pouce ou rétiniennes, ce genre de choses-là, ce qui est rarement le cas dans le cas de petites entreprises dans le domaine d'économie sociale, là. Mais donc, voilà essentiellement là, ce que sont les grands changements par rapport à la protection des renseignements personnels avant. Je fais une petite pause ici, je vais pouvoir boire un verre d'eau, puis si vous avez des questions, maintenant, ça serait peut-être le moment de les poser. Je vous écoute. Sinon, je continue. Ça vous va comme ça? Parfait. Continuons. Continuons sur ce qui a changé, si vous voulez bien. Parce que plus concrètement, là, il y a des responsabilités finalement qui se sont ajoutées pour les entreprises.
Donc, il y a une section de la loi maintenant là, qui s'applique seulement au privé. Il y a une section qui s'applique au public, là, dont je ne parlerai pas du tout là. Donc, nommer un responsable de protection des renseignements personnels, j'en ai parlé tout à l'heure. Établir et appliquer des pratiques de gouvernance, je viens juste d'en parler. Rédiger une politique de confidentialité en termes simples et clairs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes simples et clairs? Votre définition était aussi bonne que la mienne. Honnêtement, là, c'est écrit comme ça, là, texto, là, en termes simples et clairs. Puis, sérieusement, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire pour eux, là. J'imagine que ça veut dire utiliser votre gros bon sens pour que ça ne soit pas du mumbo-jumbo d'avocat qui est complètement incompréhensible, ce qu'on voit souvent dans ce genre de choses-là quand c'est publié là, tu sais, sur des sites web. Mais reste que il y a comme un effort de jugement à faire, là. Une politique de confidentialité, je suis sûr que vous en avez toutes déjà vu, là, que vous avez lu en diagonale là, sur des sites web. Je vais vous en donner comme le disait Amélie tout à l'heure, je vais vous en donner un modèle que vous devez évidemment adapter à votre entreprise. Vous pouvez aller vous renseigner puis aller voir là, sur plein de sites web au Québec, il y a des politiques de confidentialité qui sont publiées, peut-être dans votre domaine d'affaires, par exemple, ça pourrait être utile, là. Mais on s'attend, dans le fond, à ce que ça soit rédigé et qu'elle soit publiée dans des termes simples et clairs. L'autre obligation qui est pour toutes les entreprises, incluant les petites, c'est la transparence. Diffuser sa politique de confidentialité, c'en est un, là, évidemment, là, mais on s'attend aussi à ce que les règles de gouvernance fassent partie de cette politique de confidentialité. Les règles de gouvernance des données, je veux dire, là. Combien de temps je les garde, qui y a accès, ce genre de choses-là, là. Normalement, devrait faire partie de la transparence, finalement, à l'égard du traitement des données personnelles que vous avez pour votre clientèle, vos membres, vos employés, etc. Euh, si jamais il y a aussi des petites affaires, là, comme si vous avez le recours à une décision automatisée, ça devrait être dit, puis une personne devrait être en mesure de le challenger, puis de parler à un être humain aussi, là. Puis autre chose, s'il y a le recours à de la technologie de profilage, par exemple de localisation et d'identification, les gens doivent maintenant accepter. Je suis pas mal sûr que ça vous est déjà arrivé. Là, si vous allez sur le web maintenant, les sites web vous demandent est-ce que vous acceptez des cookies, là? C'est maintenant, là, c'est tout le temps, là. Mais c'est pas un hasard là, que c'est tout le temps maintenant que ce n'était pas le cas avant. Ça, c'est vraiment la loi 25. Les cookies, là, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est un petit fichier hein, qui va s'écrire sur votre ordinateur physiquement, là, puis qui est envoyé par votre browser, là, je sais pas moi, Chrome, puis ces affaires-là. Puis c'est bien utile, là, c'est totalement légitime, là, c'est pas ça n'a rien de méchant. Là. C'est dans le fond, le petit fichier va avoir, par exemple, votre mot de passe, va avoir vos données de navigation, ça va vous permettre d'optimiser votre navigation, ça va aller plus vite pour charger, etc. Sauf que le serveur auquel vous faites appel quand vous allez sur le site web, il peut utiliser un ensemble de données. Puis vous avez peut-être des sites web en ce moment, vous-même, qui sont paramétrés comme ça pour savoir l'origine de la personne qui va sur votre site web. Donc, est-ce qu'il vous a trouvé par Google ou par une autre affaire comme ça, là? Donc, les données sont recueillies. Sa géolocalisation, il y a certains serveurs qui prennent ce genre de renseignements-là, tout ça. Ben, si vous avez ce genre de paramètres sur vos sites, ben, il faut en informer les gens. Si vous inscrivez des cookies sur l'ordinateur, ils doivent normalement les accepter. Donc, ça fait partie de la transparence maintenant d'utilisation des données personnelles. Dans le fond, le profilage, les données de profilage doivent être acceptées par les gens. Ça, là, ça vient mettre fin à toute une industrie qui existe depuis le début des années 2000, qui était florissante, dans le fond, sur l'utilisation des cookies, là, qui est très, très puissante. C'est vraiment, ça va tirer un sabot dans la machine, là. Mais le législateur était très conscient de ce qu'il faisait, parce que, dans le fond, il y avait une utilisation par plusieurs qui était, on va dire, questionnable sur l'utilisation de la segmentation avec des cookies. Autre chose, obtenir le consentement, j'en ai parlé tout à l'heure, là, mais il faut que ça soit maintenant un consentement éclairé pour communiquer des renseignements sensibles. Donc, ce que ça peut vouloir dire, là, c'est que dire en termes simples et clairs, chacune des fins pour lesquelles on prend un renseignement. Autrement dit,
L'ère où on demandait plein d'affaires en pensant que peut-être un jour on va en avoir besoin, elle est finie. Faut avoir une raison pour aller chercher un renseignement personnel. Si vous n'avez pas besoin de l'orientation sexuelle d'un individu, ne lui demandez pas parce que normalement, ça fait partie des renseignements euh, confidentiels pour lesquels il faut obtenir un consentement. Alors, il faut avoir une raison finalement d'avoir un renseignement. Les entreprises ont plein de bonnes raisons, excusez-moi, les entreprises ont plein de bonnes raisons d'aller chercher des renseignements personnels. Il n'y a rien d'interdit dans ça. Mais il faut avoir une raison de le faire, finalement. C'est un peu ça, le changement par rapport à avant. Vous avez aussi, dans le cadre de ce consentement-là, maintenant, l'obligation de prêter assistance à ceux qui le demandent pour comprendre la portée d'un consentement. Donc, si par exemple, vous avez des clientèles vulnérables, comme je le parlais tout à l'heure, ben, vous devriez avoir quelqu'un qui est capable de leur expliquer qu'est-ce que ça veut dire en termes simples et clairs, ceux qui veulent avoir une explication. C'est peut-être quelque chose que vous faites naturellement, puis c'est le cas de beaucoup d'entreprises d'économie sociale, mais il reste quand même que maintenant, c'est encadré dans une obligation. Puis, si jamais c'est des mineurs, là, il faut obtenir le consentement du titulaire de l'autorité parentale là, pour les gens de moins de 14 ans. Voilà, tu sais, pour les obligations à court terme là, qui existent déjà, qui sont déjà implantées en ce moment. Il y a d'autres affaires encore. Ça finit plus, mais oui, il y en a beaucoup d'obligations sur les petites entreprises. Mais une de ces obligations-là, c'est la protection par défaut. Ah, j'ai une question, Amélie, je t'écoute. Moi, j'ai juste une petite question de précision, en fait. Euh, on- Hmm. dans les renseignements professionnels ne sont pas inclus dans cette loi-là, ce que je comprends bien. Ouais. Ben, faut pas le numéro d'assurance sociale puis l'adresse personnelle des employés, on s'entend là, mais par exemple, le nom, l'adresse courriel professionnelle, ce genre de choses-là, non, c'est considéré comme étant une donnée publique. OK, parfait. Merci. Donc, je parlais, qu'est-ce que sont les autres obligations? Ben, il y a de la protection par défaut. J'en ai parlé un petit peu, là, mais normalement, là, s'il y a des paramètres qui assurent un plus haut niveau de confidentialité, par exemple, sur votre site Web, comme administrateur, vous devez craquer ça au plus haut niveau possible. Donc, ça veut dire demander le consentement, par exemple, aux gens pour un cookie, puis ce genre de choses-là. Donc, spécifiquement, là, les fonctions de profilage, de localisation et d'identification doivent par défaut être bloquées et l'utilisateur doit donner son consentement éclairé pour les débloquer au besoin. Ça, la protection par défaut, c'est quelque chose de totalement technologique, là, tu sais, qui est lié à votre architecture technologique, qui s'applique dès maintenant, là. Puis on voit que les entreprises font plein de choses pour sauter à travers des loups pour essayer de se conformer à ça. Puis d'un point de vue technique, c'est pas toujours facile, là, la protection par défaut. Une autre chose qui a changé, puis j'en ai parlé un peu, là, lorsqu'il y a un incident de confidentialité, il y a une obligation là, tu sais, de le dévoiler maintenant, là. Donc, un renseignement personnel ou sensible pour qu'il y ait eu un accès non autorisé par la loi, ça peut être le cas même s'ils sont perdus, comme j'en ai parlé tout à l'heure, là. Si ça arrive, normalement, là, il doit y avoir une déclaration de l'incident à la Commission d'accès à l'information en cas de risque, préjudice et sérieux seulement. S'il y a un risque de préjudice, ça doit être déclaré au gouvernement, à la Commission d'accès à l'information. Et il faut aviser les personnes concernées et tenir un registre des incidents. Donc, vous devriez théoriquement avoir un comité de la protection des renseignements personnels qui a créé un registre, présumément vide là, en ce moment, mais qui est prêt à recevoir des renseignements, puis que vous ayez les coordonnées de la Commission d'accès à l'information, pour bien compliqué, vous googlez, là, vous allez le trouver, puis un moyen, dans le fond, de les rejoindre, donc avec une personne qui va en être chargée de le faire. Puis, il y a une obligation de divulgation là, si on utilise des données biométriques, ce qui n'est probablement pas votre cas, là, je vois les empreintes digitales, puis ce genre de choses-là là, dont je parlais tout à l'heure. Puis, finalement, ben, l'obligation de divulgation, là, je viens d'en parler, là, les, tout ce qui est de la biométrie. Ça, c'est les obligations qui sont données aux entreprises. Mais les individus, les personnes morales, là, pas personnes morales, les personnes physiques comme vous et moi, monsieur, madame, tout le monde, ont des nouveaux droits. En plus de tout ça, le monde ont le droit de demander un certain nombre de choses. Entre autres, la portabilité. Qu'est-ce que c'est que ça?
c'est pas très compliqué, là. Une personne a le droit, c'était le cas avant, là, même au début des années 2000, là, a le droit de consulter l'information qu'un organisme détient sur elle. Hein. Si, par exemple, un organisme où vous étiez membre détient un certain nombre d'informations sur vous quand vous avez rempli un formulaire, ce genre de choses-là, avant, les gens avaient le droit de demander c'est quoi que vous avez en ce qui me concerne. Maintenant, ce qui a changé, c'est que les gens ont le droit de demander dans un format qui est facilement utilisable, qui est dans un format usuel, comme Excel, Word, un courriel, ce genre de choses-là. Avant, ce que faisaient surtout les grandes entreprises qui avaient des systèmes hérités, là, ils sortaient une ligne de code de 3 kilomètres de long, puis ils donnaient ça dans un format SPV, mettons. Il n'y a personne qui est capable de lire ça. Il fallait avoir l'espèce de logiciel en COBOL là, qui a été créé en 1974 pour être capable de lire. C'est fini. Ça, c'est fini. Si quelqu'un vous demande l'information, vous devez lui donner dans un format portable qui est facile à consommer. Autre chose, puis peut-être qui vous concerne davantage, c'est la désindexation ou ce qu'on appelle plus souvent, je trouve préférable là, comme expression, c'est le droit à l'oubli. Une personne peut demander à ce qu'on efface les renseignements personnels qui la concernent. Selon plusieurs modalités, on s'entend que là, des fois, vous devez garder de l'information parce que vous avez d'autres organismes réglementaires, notamment Revenu Québec, qui vous obligent, là, mais autrement, une personne peut demander, moi, je ne veux plus apparaître nulle part dans vos données. Je veux que mon nom soit effacé. Par exemple, vous pourriez avoir à mettre un numéro séquentiel à la place de son nom, ce genre de choses-là, ou même aller effacer physiquement dans vos systèmes ou aller vous débarrasser d'un formulaire papier, ce genre de choses-là. Donc, les gens se font donner le droit à l'oubli, finalement. Puis ça peut être compliqué des fois, là, c'est par exemple vos médias sociaux là, comme Facebook, puis des trucs comme ça. Là. Les gens peuvent apparaître avec, tu sais, vous savez, la face d'un individu, puis le nom, là, tu sais, Facebook qui apparaît. Là. C'est votre site d'entreprise, ça, là, c'est pas monsieur, madame, tout le monde. Théoriquement, quelqu'un pourrait demander à ce que ça soit effacé, donc vous retirez la photo, puis ce genre de choses-là. Euh, il y a, comme je le disais, là, la loi est jeune, là, il y a des interprétations à faire à ça, mais ça pourrait aller aussi loin que ça, là, le droit à l'oubli. Puis aussi, les gens ont le droit maintenant à une révision d'une décision entièrement automatisée, comme j'en ai parlé, mais c'est rare qu'on a ce type de système-là maintenant là, dans les petites entreprises, quoique ça a des chances d'arriver peut-être dans le futur davantage. Et finalement, ben, la loi a, qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a des sanctions, j'en ai parlé tout à l'heure, ça peut être des sanctions pour les administrateurs, mais plus souvent, en fait, c'est des sanctions administratives pécuniaires pour l'entreprise elle-même, quand ça crée des préjudices, puis qu'on n'est pas capable nécessairement de démontrer là, qu'il y a une négligence des administrateurs, mais il reste quand même qu'il y a eu un préjudice. La Commission d'accès à l'information peut euh, euh, imposer des sanctions administratives qui peuvent aller jusqu'à 10 millions de dollars ou 4 du chiffre d'affaires mondial. Alors, 4 du chiffre d'affaires mondial pour une petite entreprise, ça ne veut rien dire, mais pour une très grande entreprise transnationale qui opère partout, ça peut être quelque chose de pratiquement impossible. Là, mais l'idée, c'est de donner des dents là, à la commission d'accès. Là. Puis, il peut y avoir, comme j'en parlais, des sanctions pénales, donc 25 millions ou 4 du chiffre d'affaires avec une responsabilité personnelle des dirigeants. Des sanctions pénales, hein. Vous savez, le droit pénal, c'est comme une branche du droit criminel là, qui s'applique aux personnes et non pas aux entreprises ou aux personnes morales. Ça, c'est dans les cas là, vraiment les plus graves là, de négligence puis de, de préjudice créé aux individus. Peut-être que c'est une chance que pour les dirigeants de Desjardins que cette loi-là n'existait pas quand il y a eu leur grave fuite en 2019, là, parce que peut-être qu'il aurait pu être poursuivi à titre personnel. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, là, ça fait peur un peu, mon affaire, là, mais qu'est-ce qu'on peut faire là, pour faire en sorte de se protéger puis de protéger l'organisation? La première chose n'est pas vraiment compliquée. Là. Il faut que vous commenciez à vous intéresser. Puis là, vous l'avez fait. Là. Vous êtes là aujourd'hui. Vous vous rendez compte finalement de la situation, que ça existe, qu'il n'y a pas une urgence. C'est comme quelque chose d'important, mais pas urgent d'une certaine manière. Hein. C'est pas grave si c'est pas fait demain matin, mais si c'est pas fait dans 3 ans, la réflexion, peut-être que là, ça peut commencer à être plus grave. La première chose à faire, c'est de s'y intéresser et d'intéresser l'entreprise et particulièrement son conseil d'administration à réfléchir à la protection des renseignements personnels puis demander des comptes à la direction générale de l'organisation.
Et pour les directeurs généraux là, qui m'écoutent, là, les gens qui sont à tête de leur organisation, c'est sans doute le temps d'amener ça au CA pour les sensibiliser par rapport à ça pour qu'ils vous donnent les moyens d'agir, qu'ils vous donnent du temps, qu'ils vous donnent peut-être du conseil professionnel, qu'ils nomment une personne responsable de la protection des données personnelles par résolution du CA. Je vous donne d'ailleurs un modèle de résolution dans un petit kit que je vais vous envoyer, si ça peut vous être utile. Vous l'adapter à vos besoins après, là. Mais donc, la première chose, c'est se sensibiliser puis se dire, il faut que j'agisse pour gérer mon risque. Et une des premières choses à faire dans la gestion de ce risque-là, concrètement, là, après avoir écrit ses politiques puis tout ça, là, ben, c'est de moderniser sa gestion documentaire. Ça, c'est clair, là, c'est ce que veut la commission, là. Il est essentiel maintenant d'avoir un inventaire des renseignements personnels collectés par votre entreprise. Il faut que vous sachiez où sont les renseignements personnels de tous les individus. Et idéalement, là, il faudrait les centraliser à un endroit de telle manière que vous puissiez les protéger de manière adéquate. Donc, vous donniez des accès à qui en a besoin, que vous ayez des procédures sur combien de temps on va les garder, donc leur cycle de vie soit réfléchi, puis tout ça, dans quel contexte il y a accès, donc, puis que vous ayez des procédures écrites à cet effet-là pour que vous soyez capable de démontrer plus tard à la commission d'accès que vous avez pris les mesures nécessaires comme administrateur pour faire diligence. Il y a eu un bris de confidentialité, c'est vrai. Ça a peut-être causé préjudice à une personne, puis on en est vraiment désolé, mais on avait pris les mesures nécessaires, puis on avait fait ce qu'on pensait qu'on pouvait. Peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être corrigées, là, tu sais, mais on n'a pas été négligent. C'est vraiment à ça que la CAI veut que vous arriviez, là. Puis se doter d'un calendrier de conservation, là, normalement, ça devrait faire partie de vos préoccupations à assez moyen terme, là. Améliorer le repérage des données nominatives, j'en ai parlé. Gérer ces métadonnées. Vous savez ce que c'est les métadonnées, là? C'est dans le fond, c'est pas la donnée elle-même, c'est pas le nom d'une personne, mais ce qui est relié, là. Mettons, je sais pas moi, chapitre 13,4, là. Ça, c'est une métadonnée qui concerne toutes les données qui sont données à propos des employés. Alors, si je sais ça, moi, 13,4, c'est à propos des employés de telle organisation, je peux peut-être être capable de déduire des choses. C'est ça, de gérer les métadonnées, là. Parce que ça facilite le repérage, finalement, là, puis ça permet d'éviter des identifications croisées si on a des métadonnées qui sont bâties d'une manière professionnelle avec des séquentiels qui permettent pas à un individu de déduire. Je suis en train de vous parler de plein d'affaires que peut-être que vous ne savez pas trop ce que c'est, toutes ces affaires-là, mais peut-être que ça veut vouloir dire que vous allez avoir besoin d'être professionnel pour réaliser ça, là. Puis c'est pas moi, là, je suis pas en train de vous vendre des assurances, là. C'est pas quelque chose que je fais là, personnellement, là, ni que fait la CDRQ en général, là. Ça veut peut-être dire d'avoir un consultant pour vous aider, là. Tu sais, tout le monde paye à chaque année un comptable pour fournir ses états financiers. Ben, pourquoi on n'aurait pas un fournisseur TI pour nous aider une fois de temps en temps à sécuriser notre architecture technologique? Pose la question et puis il me semble que c'est y répondre, là. C'est cost of doing business maintenant, là, essentiellement. Puis finalement, repenser les demandes d'accès. À part la gestion documentaire, ben, tu sais, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on donne accès aux documents aux employés, puis avoir une procédure là, tu sais, qui est bien expliquée aux employés, puis peut-être même une procédure aussi pour les demandes d'accès aux documents par le public. Si le public demande d'avoir accès à c'est quoi que vous avez sur moi, etc., ben, vous devriez avoir réfléchi à comment est-ce que je vais répondre à des demandes de même, là. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui fait du B2C, là, business to client, là, puis qui ont des milliers de clients. Mais quand vous êtes une organisation que vous avez des milliers de clients potentiels, ça se peut que vous ayez des dizaines de demandes d'accès. Quand le public va commencer à connaître ça, là, ça s'en vient, là, ça se peut que vous ayez plus de demandes d'accès aux renseignements les concernant. Donc, il faudrait avoir une politique sur comment donner accès aux données personnelles pour les personnes concernées, bien sûr, là, et qui en font la demande. Ces deux affaires-là, là, moderniser sa gestion documentaire, repenser les domaines d'accès, c'est au cœur de la transformation numérique, finalement, potentiellement, là, de votre organisation pour gérer les nouvelles exigences du gouvernement à l'égard de la protection des renseignements personnels. Ça vous va?
Pas d'autres questions. Si vous n'avez pas de questions, moi, je continue. Parce que j'ai toujours plus de choses à dire. Alors, d'autres choses, là, sur des textes d'action puis des bonnes pratiques, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se faire, là, tu sais, assez facilement, là, je pense, qui auraient pu se faire, là, tu sais, avant, mais que vous pouvez mettre en action maintenant, là. Bon, depuis 2022, là, si vous êtes la plus haute autorité de votre entreprise, mettons qu'il y a des conseils, des présidents de conseil d'administration aujourd'hui, là, vous êtes le responsable de la protection des renseignements personnels en ce moment si vous ne l'avez pas nommé. Bon, ben c'est peut-être le temps là, de mobiliser votre conseil d'administration à la prochaine rencontre pour nommer quelqu'un par résolution, là. Puis je vous inviterais peut-être à ce que ce soit quelqu'un qui connaît un petit peu ça, la technologie. Hein? Ça peut être quelqu'un de l'externe aussi, c'est pas obligé d'être quelqu'un de l'interne. C'est bien quand c'est quelqu'un de l'interne, un employé, par exemple, parce que s'il est plus dans le quotidien, il va peut-être être capable de, je sais pas, sensibiliser les autres à une gestion, on va dire, conforme à la loi là, de la protection des renseignements personnels. Mais ça peut même être un externe. Ça pourrait être votre fournisseur TI. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de responsabilité légale, là, tu sais, à part d'être le point de contact avec le gouvernement, là. Mais ça, c'est une chose qui est assez facile à faire là, si vous êtes la plus haute autorité de l'entreprise en ce moment. Évidemment aussi, si vous êtes le CA, c'est vous assurer d'appuyer la personne qui est responsable de la protection des renseignements personnels. J'en ai parlé tout à l'heure, là, mais des ressources humaines, techniques, peut-être financières, un petit budget pour assurer la réussite de votre mise en conformité, là. S'assurer que les comités existent, que les employés ont le temps pour y assister, puis faire les petits devoirs que les comités se donnent entre les deux. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'assez simple là, de commencer. Là, tu sais. Je vous dirais, là, si vous n'avez rien de fait en ce moment, là, ça devrait être ça votre première étape. Créer un comité de protection des renseignements personnels avec le petit kit que je vais vous envoyer ou allez vous renseigner. Si vous allez sur la commission d'accès à l'information, ils ont un bon site là, tu sais, assez, ils appellent ça le site évolutif, là, mais il y a beaucoup de documents là-dedans, il y a des modèles, ça explique comment faire. Là, tu sais, c'est bien fait là, pour quelqu'un qui veut y mettre un petit peu de temps. Une autre chose qui peut être fait à un moyen terme, parce que ça, c'est plus compliqué, c'est de faire l'inventaire des renseignements personnels détenus par votre entreprise. J'en ai parlé là, tant et plus tout à l'heure, là, mais il faut, dans le fond, savoir où sont les renseignements pour les protéger. C'est indéniable. Puis, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des structures technologiques, on va dire, très légères, là, tu sais, qui sont sur le cloud, sur Dropbox, puis ce genre de sites-là, puis qui peuvent avoir disséminé les renseignements personnels un peu partout dans différentes plateformes là, tu sais, qui sont en ligne. Moi, je vous invite à une certaine prudence. OK? Des sites comme Dropbox, puis Gmail, puis ces autres affaires-là, ce sont des serveurs qui sont aux États-Unis, hein, pour la plupart d'entre eux. Aux États-Unis, il y a une loi, le Patriot Act, qui donne essentiellement le droit au gouvernement américain de consulter n'importe quoi quand il le souhaite. C'est mieux des serveurs qui sont au Canada ou au Québec, mais au Canada, Québec, c'est la même chose, là. Donc, parce que dans le fond, vous avez une meilleure protection dans ce temps-là. Puis, si vous avez des renseignements personnels qui sont sur différentes plateformes publiques de ce type-là, au moins vous assurez de changer les mots de passe à chaque année quand les administrateurs changent. Je pense par exemple aux coopératives d'habitation. Là, tu sais, ils ont accès à plein de choses sur les locataires, là, puis ça change à chaque année les gens qui ont accès à ça. Peut-être donner seulement accès au secrétaire, par exemple, du conseil d'administration et à la directrice générale si c'est nécessaire. Donc, réfléchir là, qui en a besoin. Puis peut-être que ça pourrait être une bonne idée que ces deux personnes-là, éventuellement, aient la suite 365 avec un SharePoint, puis une bibliothèque de données professionnelle. Ça va vous coûter peut-être un 300-400$ par licence par année. Mais tu sais, c'est ce que ça coûte finalement pour être sur des serveurs qui sont sécurisés au Canada, dans des endroits là, tu sais, qui sont très, très difficiles à craquer, on va le dire, là. C'est pas parce que vous êtes sur le cloud que c'est pas safe. Hein? C'est le contraire même. Si vous avez une architecture locale avec un serveur qui a Windows XP d'installer dessus, là, des drivers qui datent de 2007, là, vous êtes à risque en torpinouche. Bien plus que ça aurait été SharePoint de 365, là. Parce que des vieux drivers, là, puis des affaires là, qui sont pas à jour, c'est le Klondike pour des hackers. Là, ils sont contents, là. J'en ai été victime moi-même quand j'étais directeur général de Taxcoop Québec, là. Il y avait des drivers à jour, des serveurs qui étaient tous bien beaux, mais il y avait une faille de sécurité. Ils l'ont exploité.
Et il y a c'est public, c'est pour ça que je vous le dis, là, c'est pas un secret, là. Ils ont réussi à prendre des hackers en Corée du Nord. Ils ont réussi à prendre en otage une partie de nos données comptables, puis on a dû négocier avec eux autres, puis on a dit non, on ne paye pas finalement, puis on a dû rebâtir toutes nos données comptables de l'année 2018-2019 parce qu'ils les avaient pris en otage. Fait que ça, c'est un exemple, dans le fond, de catastrophe qui pourrait potentiellement vous arriver. Si on avait été sous le cloud sur 365, ça ne nous serait pas arrivé. Il ne serait jamais arrivé à craquer Microsoft. Mais ils ont craqué notre serveur local. Ils ont encore un serveur local, ils en ont besoin, ils ont trop de trafic là, pour aller sur le cloud, mais c'est à réfléchir. Là, tu sais. Est-ce qu'on devrait garder nos serveurs locaux ou les faire mourir tranquillement, puis envoyer certains de nos systèmes, tu sais, d'abord nos données comptables, ensuite les courriels, ensuite la bibliothèque de données vers le cloud dans une architecture plus sécuritaire? Ça fait partie potentiellement là, tu sais, des choix qu'il y a à faire d'un point de vue technologique dans votre organisation, puis qui doit être fait d'une manière réfléchie. Ça se fait pas en une journée, là, tu sais, mais il faut le réfléchir sur un long terme. C'est quasiment comme une planification stratégique de votre technologie, finalement, qu'il y a à faire, là. En plus de tout ça, ben, toujours, ça s'applique normalement là, depuis septembre 2023. Là, c'est ce qu'on s'attend de vous, là, c'est d'instaurer des pratiques qui vous permettent de réagir euh, rapidement en cas d'incident de confidentialité. La loi, dans le fond, prévoit, entre autres, là, qu'il y a un plan de réponse aux incidents, puis qu'il y a des directives au personnel qui soient données. Alors, vous devriez normalement avoir une petite formation qui est donnée aux gens là, tu sais, sur la protection des renseignements personnels, puis avoir des, euh, par exemple, des modèles de registre d'incidents, puis ce genre de choses-là prêts à être utilisés. Un répertoire, par exemple, sur votre répertoire admin, mettons, là, de SharePoint, où vous avez incident de confidentialité, vous appelez ça comme vous voulez, là. Puis tous les fichiers Excel puis Word sont là, puis la procédure. Si jamais il y a un incident, vous êtes capable de le faire, vous communiquez avec la CAI si jamais ça porte préjudice. Vous êtes prêt finalement à agir rapidement. Ça fait partie aussi là, tu sais, les pratiques là, de la gouvernance des données auxquelles il faut réfléchir à court terme. Si vous utilisez du biométrique, ben, je vous invite à vous informer là, de vos obligations en la matière. Il y en a plus. Là, tu sais, c'est rare le biométrique, mais bon, ça existe. Là. Pas fini, il y a d'autres affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, tu sais, des pistes d'action de bonne pratique, il y en a plein. Là. Ouais. On s'attend aussi, là, dans le nouvel environnement réglementaire, à ce qu'il y ait une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui soit fait dans votre organisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est évaluer la conformité de vos systèmes au regard de la loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez peut-être, par exemple, un CRM, un Customer Relationship Management, là, avec des renseignements personnels sur vos clients dedans. Il y a certains de vos clients que c'est une entreprise avec des données d'entreprise, il n'y a pas de problème. Il y en a d'autres que c'est monsieur, madame, tout le monde avec l'adresse Hotmail dedans, là. Puis ça, c'est des renseignements personnels. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, là, évaluer la conformité de vos systèmes? C'est de faire ce type de réflexion-là. Là. Qu'est-ce que j'ai dans mes systèmes? Puis est-ce que j'ai des affaires qui concernent, là, par exemple, là, je ne sais pas moi, l'état mental ou l'état de santé d'une personne? Si c'est le cas, on vient de hopper là, l'obligation de protéger ce renseignement-là d'une manière plus carrée. Là. Imaginez cette personne-là, par exemple, fait une demande d'assurance, on va dire. Puis cette donnée-là est sortie sur le dark web, puis un assureur, un courtier en assurance s'en sert pour évaluer le risque d'une personne, puis augmente sa police parce que ça coûte plus cher quand on a fait de la haute pression, mettons, là. Là, vous avez porté préjudice de manière grave à une personne parce que vous avez perdu un renseignement là, concernant. Donc, c'est là, qu'il y a une réflexion qui doit être faite dans vos systèmes. Comment est-ce que je le rends conforme? Puis, c'est ça, d'identifier les risques sur la vie privée des personnes concernées. C'est ça essentiellement, là. Puis on s'attend à ce que vous mettiez en place des stratégies, des mesures pour éviter des risques, là, et les réduire efficacement, puis de surveiller l'application de ces mesures. C'est pas tout d'avoir des règles. On s'attend à ce que, par exemple, la direction générale mette en place
les actions nécessaires pour s'assurer que c'est fait pour de vrai dans le quotidien des employés. Donc, l'obligation, c'est pas juste d'avoir publié une politique de confidentialité, là, c'est de voir son application à l'intérieur de l'organisation. Finalement, et ça c'est plus en 2024, on s'attend à ce que les futures mises à jour, les développements de vos systèmes informatiques futurs, par exemple, je voudrais avoir un CRM demain. Dans mon CRM, il va y avoir mes membres qui ont tous des problèmes cognitifs. Là, à partir de septembre 2024, la Commission d'accès à l'information s'attend à ce que vous fassiez une réflexion en lien avec la protection des renseignements personnels, avec la portabilité, puis ce genre de choses-là, quand vous avez des nouveaux besoins d'affaires. Il va falloir réfléchir quand on crée des nouvelles sources de données, que celles-ci soient conformes à la loi. Évidemment, là, il n'y a pas de police, comme je dis, ils ne vont pas venir vérifier. Mais si jamais il y a un bris de confidentialité qui est lié à vos nouveaux systèmes, ben là, ils vont avoir une pogne, finalement, en vertu de la réglementation pour avoir des sanctions. Puis, c'est arrivé hein, récemment, là, vous vous souvenez, la SAAC avec son problème qu'elle a eu là, avec sa clique. Là. Il n'y a pas eu de problème de sécurité, pour ma connaissance, en tout cas. Là. Mais mettons qu'il y en avait eu un là, qui se rend compte que sa clique, là, finalement, ça crée des brèches de données. Mais en vertu de la loi sur la loi 25, la loi sur la protection des renseignements personnels, ils peuvent se faire pincer par la Commission de l'accès à l'information parce qu'ils n'ont pas pris les mesures nécessaires pour appliquer l'environnement réglementaire qui sont reliés à la protection des renseignements personnels. Voilà un exemple totalement fictif, là, on va dire, le SACLIC, je ne pense pas qu'il y ait eu un problème, là, mais de toute façon, ils l'ont fait, ils l'ont lancé avant la loi, là, mais c'est un exemple, dans le fond, de problème potentiel à plus petite échelle qui pourrait aussi s'appliquer à vous en DA. Puis aussi, bon, euh, potentiellement, une personne ou un organisme qui est autorisé par la loi à recueillir le renseignement, un renseignement personnel, ça existe. Hein. Par exemple, Revenu Québec peut demander des choses, ce genre de choses-là. Mais normalement, une entreprise doit en informer la personne qui en fait l'objet, à moins que il y ait des exceptions pour des enquêtes criminelles, pour ce genre de choses-là. C'est à partir de 2024. Quand on a vu tout ça, là, tu sais, beaucoup d'obligations, des nouveaux droits à la population, puis un certain nombre de pistes d'action, là, tu sais, finalement, là, qu'est-ce qu'on peut faire là, tu sais, pour se protéger de cet environnement qui nous semble hostile des fois, hein, parce que les enjeux, dans le fond, majeurs sont beaucoup liés finalement à la cybersécurité là-dedans. Là. Tu sais, tout ça existe parce que l'environnement technologique s'est raffiné. Puis malheureusement, l'environnement est parfois, oui, hostile. Il y a des pratiques illégales, mais dont tout le monde peut être victime. Tu sais, vous avez entendu parler dans la presse, je suis certain, là, du hameçonnage. Là. Par exemple, la fraude du président, on le voit souvent dans les entreprises. Là, quelqu'un qui se fait passer pour le président. Puis maintenant, récemment même, il y a des gens qui sont capables d'imiter la voix des gens avec l'intelligence artificielle. Si on a un enregistrement, mettons qu'Amélie a fait une présentation à quelque part, à un moment donné, on a sa voix, on est peut-être capable avec un logiciel assez simple, hein, c'est pas vraiment pas très compliqué, de reproduire sa voix, d'appeler une adjointe administrative, de demander de faire un transfert bancaire, ce genre de choses-là. Là. Ça, c'est le hameçonnage, là, c'est un des pires risques, si on veut, qui existent pour la sécurité financière, bien sûr, d'une organisation, mais aussi pour sa protection des renseignements personnels. Vous avez certains reçu des courriels aussi, des faux courriels d'organisations où vous êtes client, qui vous demandent des mots de passe, ce genre de choses-là. Là. Ça aussi, c'est des enjeux importants pour lesquels vous devez vous intéresser particulièrement aux personnes, à vos employés. Les pires risques de sécurité là, de n'importe quelle organisation sont 18 pouces en avant de l'écran. Ce sont les employés qui sont généralement les plus à risque de faire des bris de sécurité en toute bonne foi. Parce que parfois, leur formation est inadéquate, tout simplement, par rapport à ce genre d'enjeux-là. Ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas comment les reconnaître, surtout. Alors,
pour assurer la sécurité de vos infrastructures, il faut mettre en place de la formation pour vos employés. Puis souvent, c'est de la formation qui peut être assez simple, là, tu sais. Puis ça, c'est le rôle des administrateurs de valider auprès de ses directeurs, son directeur ou directrice générale. Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça pour protéger les données de notre clientèle vulnérable, par exemple? Puis si la réponse, c'est ben, je sais pas trop, là, ouais, va te renseigner. Puis reviens-nous avec un plan d'action. Parce que c'est vraiment important de voir finalement à l'élément humain dans ces enjeux de cybersécurité. Bien sûr, la sécurité des infrastructures, là, tu sais, la mise à jour des serveurs, la sécurité physique là, qui soit barrée, la migration sur le cloud dont je parlais tout à l'heure, là, tu sais, tout ça. Et puis, il y a des enjeux particuliers qui sont liés au transactionnel. Si vous utilisez des cartes de crédit, par exemple, ce genre de choses-là, là, tu sais, le niveau de sécurité est vraiment plus élevé, là, vous comprenez, là. Euh, mais même les petites entreprises, même si ont moins de moyens, peuvent quand même prendre plein de pratiques là, qui vont les aider. Là. Tu sais, faire une surveillance en continu, avoir des plans de contingence, des copies de sauvegarde. Si vous avez des bibliothèques, par exemple, sur SharePoint, là, assurez-vous que quelqu'un d'un professionnel de la technologie fasse des backups, et prévu des backups, mettons des backups 24 heures. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un prend en otage vos données, vous pouvez lui faire une belle grimace puis revenir en arrière de 24 heures. Plutôt que ce qui m'est arrivé, moi, il y a 5-6 ans, j'étais obligé de revenir en arrière de 1 an au complet, là. Ça, c'est des choses qui peuvent coûter quelque chose, aller recevoir du conseil professionnel. Puis oui, ça prend plus d'espace dans le cloud, donc c'est plus cher, mais ça peut vous sauver les fesses, là, vraiment, d'un point de vue opérationnel, là. Donc, tu sais, un programme, tu sais, de structuré de sécurité réfléchi avec un professionnel, finalement, de la cybersécurité. C'est à réfléchir, là, si c'est pas le temps maintenant, là, de commencer à faire ça avec un plan de contingence en cas de bris, des copies de sauvegarde, mettre en place une stratégie de gestion du consentement, on en a parlé tout à l'heure. D'autres affaires assez simples, là, vous connaissez le MFA, le Multi-Factor Authentication, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Là, vous entrez sur un système, là, mettons, je sais pas, pour moi, LinkedIn, là, puis vous demandez, hey, si tu vrai que t'es Martin Noël, toi? Puis il t'envoie un texto, mettons, sur ton cellulaire, là. C'est ça du MFA, là. Authentification multifacteur. C'est, en ce moment, là, je dirais, la mesure numéro 1, la plus simple à appliquer, qui protège le mieux vos données personnelles. Je me souviens d'un organisme que je ne nommerai pas. Son but, là, c'est de faire des rapports d'impôts itinérants. OK? Donc, ils font des rapports d'impôts. Ces gens-là aussi, très vulnérables, souvent des problèmes mentaux, tout ça. Puis les gens se promènent dans la rue avec des portables. Puis les portables étaient non sécurisés, pas de mot de passe. Alors, imaginez, là, s'ils perdent ça avec les renseignements personnels de tous ces gens-là, ça peut être une catastrophe. Alors, ben, évidemment, ils ont activé le mot de passe sur leur système d'exploitation, mais ils ont aussi appliqué un MFA. Donc, à chaque fois que quelqu'un demandait un accès, il y avait un texto. On n'est pas obligé de le faire à chaque fois, là, mais dans leur cas, ils l'ont fait à chaque fois parce qu'ils voulaient vraiment l'assurer, là. Ils reçoivent un texto, ils entrent le code, et voilà, c'est débloqué, ils peuvent rentrer dedans. Ça, c'est le genre de choses, vous ne savez peut-être pas comment le faire vous-même, là, mais c'est quelque chose qui est assez simple pour des professionnels de la technologie. Si vous n'avez pas de fournisseur TI, je sais que ça coûte quelque chose. C'est pas toutes les entreprises qui ont les moyens, mais ça peut être le moment de penser à ce serait peut-être bon là, d'avoir un fournisseur de technologie pour mettre minimalement les données que les gens vous confient en toute bonne foi en sécurité. D'ailleurs, nous, on a un webinaire là, sur la sécurité informatique qui est donné par la CDRQ une fois de temps en temps, là. Donc, j'enverrai les dates là, à Amélie si ça vous tente là, d'y participer. Vous êtes les bienvenus, c'est totalement gratuit. Euh, je passe vite, dans le fond, là, sur la formation parce que j'en ai parlé. Mais, tu sais, c'est clair, là, j'en ai parlé tant et plus. La clé de votre sécurité, c'est les personnes. D'abord vos employés, puis tous les utilisateurs, là, finalement, que ce soit des membres aussi, ou peu importe le titre qu'ils ont, là, vos administrateurs. Les pires incidents de sécurité, les plus fréquents, devrais-je dire, c'est les maladresses, l'incompréhension de l'imprudence. C'est pas de la malice. Ça arrive, mais c'est rare. C'est vraiment là, la formation qui va être la clé de voûte de votre sécurité.
formez vos gens, puis ensuite prenez des mesures. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, puis peut-être la seule chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Je passe vite sur mon petit sondage parce qu'il ne me semble pas complètement critique, là. Je vais nous laisser un petit peu de temps pour poser des questions. Euh, mais je veux vous dire aussi que si vous décidez d'attaquer finalement, en guillemets, là, votre environnement technologique et cybersécuritaire, il existe des programmes, entre autres la transformation numérique des entreprises collectives, qui est mis à disposition des OBNL et des coopératives. Donc, en fait, ça fait partie d'un fonds là, de plusieurs centaines de millions là, qui a été lancé par les MEIE. Là, Fitzgibbon en parlait il n'y a pas longtemps à la télé, là, qui existe encore maintenant jusqu'en mars, pas de cette année, mais l'autre après. Puis il y a une petite partie, là, quelques millions, là, qui a été mis de côté juste pour les entreprises d'économie sociale. Puis, si vous êtes intéressé là, tu sais, à avoir du conseil professionnel sur la transformation numérique de votre organisation, je vous invite à aller là, vous allez l'avoir de toute façon PowerPoint, numériquecollectif.ca. Vous pouvez aussi vous lancer en faisant un auto-examen de votre maturité numérique. Je vais vous envoyer le lien. Vous allez recevoir, transparence, c'est la CDRQ qui le fait, là, mais c'est pas payant, là. Vous allez recevoir un petit rapport sur votre maturité numérique, entre autres votre environnement cybersécuritaire. Puis ça peut être un point de départ. Vous amenez ça au CA, puis on réfléchit un petit peu là, sur où sont nos forces, nos faiblesses, puis comment on attaque ça. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez avoir aussi plus tard de l'accompagnement professionnel. Puis ça paye quand même 80 là, des honoraires. Il y a deux mandataires actuellement pour la transformation numérique des entreprises collectives, la CDRQ et le consortium d'expertise. En gros, le consortium s'occupe souvent des OBNL, puis nous des coops, mais on s'échange les dossiers, là, dépendant de qui est disponible, puis tout ça. C'est quand même des projets qui vont jusqu'à un maximum de 20 000 $. C'est juste pour de l'accompagnement, là, ça ne paye pas des serveurs, des licences, ce genre de choses-là. C'est juste pour recevoir du conseil professionnel. Je dis juste, mais des fois, là, tu sais, c'est quelques heures qui peuvent être bien investies à avoir du conseil sur quelqu'un qui connaît ça un petit peu, là, tu sais, pour juste vous tracer la voie dans la bonne direction. Donc, vraiment, ça vous regarde. Vous pouvez faire appel à d'autres fournisseurs. Si vous avez déjà un fournisseur TI avec qui vous avez un bon lien de confiance, tant mieux. Mais c'est le temps peut-être de réfléchir maintenant là, tu sais, à investir un petit peu plus là-dedans. Ma foi, vous avez été hyper minutieux et attentif. Moi, ça fait le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mais évidemment, là, je suis disponible pour vos questions. Puis Amélie, je te laisse le micro. Oui, merci beaucoup, Martin. Dis-moi, ce programme, est-ce que toutes les entreprises d'économie sociale sont admissibles ou il y a des critères? Il y a des critères. Il ne faut pas avoir un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions. Il faut exister depuis 1 an au minimum, puis avoir des revenus marchands. Donc, ce sont des entreprises d'économie sociale au sens où ils ont quelques revenus marchands. Puis, il est possible que le CQCM vous pose des questions aussi, je dirais, sur la gouvernance démocratique, là. Est-ce que, en regardant les règlements et les lettres patentes, là, est-ce qu'il y a une véritable gouvernance démocratique au sein de l'OBNL? C'est rarement un gros enjeu, là, mais je vous le dis quand même, là, c'est des vérifications qui sont faites. Une fois là, qu'on détermine que c'est une vraie entreprise d'économie sociale au sens où il y a des revenus autonomes, hein, puis qu'il y a une gouvernance démocratique, là, puis les coops, en vertu de la loi, c'est une obligation. Donc, généralement, il y a pas ce type de vérification. Il n'y a pas de pourcentage attribué des revenus autonomes. Non, c'est un peu comme au chantier, là, tu sais, il faut tendre vers Ouais, le revenu autonome, mais il n'y a pas de pourcentage. parfait. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Non, c'était vraiment clair. Moi, je trouvais ça Alain, très ça? clair. Martin, merci. On avait déjà eu une petite avancée sur la loi 25, tout ça. Il y a plein de choses qu'on a déjà faites à l'interne. Mais merci, c'était très clair à ce niveau-là. J'aurais pensé on aurait peut-être un petit peu abordé l'aspect de qu'est-ce qu'on fait, nous, de la cybersécurité de façon technique, là, rapidement, là, nous, des courriels, puis ci, puis ça. Je pense qu'on aurait fait un petit bout là-dessus, mais je suis très satisfait. On a l'impression de ne pas être dans le champ pour l'instant, nous autres. Merci beaucoup, Martin.
Est-ce Merci. que, dis-moi, Martin, est-ce que dans ton webinaire sécurité informatique, tu abordes tout ça? Oui. Oui, c'est ça. On a un webinaire particulier là-dessus parce que pour de vrai, on n'aurait pas l'espace là, aujourd'hui pour faire quelque chose d'aussi détaillé que ça, là. Puis il y a peut-être une chose que j'aurais voulu dire, c'est drôle, ça m'a fait penser à ça, là. Les assurances, hein, ça fait partie aussi de votre trousse de sécurité informatique, là. Il existe maintenant des assurances cybersécurité. Soit dit en passant, les polices ont augmenté pas mal, là. Ça a explosé même à cause de la loi 25, là. C'est le risque a beaucoup augmenté, mais votre assureur fait partie de votre arsenal potentiel de protection. C'est aussi un partenaire très important en cas de bris parce qu'ils ont des gens qui sont spécialisés à l'interne qui peuvent vous aider là, à vous orienter vite, vite, vite là, à quoi faire maintenant, là. Je me souviens moi-même quand j'avais été victime de ça, quand j'étais déjà ailleurs, j'avais appelé mon assurance, quelqu'un qui était venu, un informaticien, qui avait littéralement pris la plug de mon serveur, puis paf, il avait tiré ça, puis l'avait mis à terre parce qu'il était encore à risque, là. C'est le genre je ne dis pas que c'est ça qu'ils vont faire pour vous, là, mais ils sont capables d'agir vite, là. Donc, peut-être réfléchir, là, les administrateurs à de la cyberassurance, ça peut être une bonne idée aussi, là. Ok, merci. Puis, pour ton webinaire sécurité informatique, est-ce que tu en as prochainement ou Ben, c'est ça, il faudrait que je regarde. Je suis pas sûr qu'il est prévu encore. On en a toujours un normalement au printemps. Si OK. jamais il est pas sur le roster encore, je te l'enverrai, Amélie. Oui, absolument. Je vais faire un suivi avec vous également. Et on verra si on peut en organiser un peut-être aussi pour nos membres, là. Ça me fera plaisir. C'est pas moi, c'est notre ingénieur informatique Bruno Etier là, qui vient le faire, là, mais OK. je suis sûr que ça lui fera plaisir. Parfait, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires, questions? Non? Parfait. Mais écoutez, on va. Attendez, je vais regarder le chat juste pour être sûre. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui a. Merci, merci, merci. Bon. Puis il y a Myriam qui mentionnait qu'il faut également faire attention aux applications sur les cellulaires qui peuvent collecter et vendre les données. Effectivement. Donc, ben écoutez, à ce moment-là, je vais vous laisser retourner à vos occupations. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je remercie encore une fois Martin pour cette présentation qui était fort utile. Il y aura certainement d'autres questions. Merci aussi au CQCM là, qui ont financé une partie de cette présentation-là. Et ben, je vais faire un suivi avec vous là, par rapport aux fameux à la boîte à outils pour la loi 25, puis à la suite aussi de d'autres webinaires qui concernent la cybersécurité. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous si jamais il y a des besoins que vous avez, puis comment on pourrait vous accompagner en ce sens-là et vous soutenir. Donc, passez une belle fin de journée. Merci beaucoup, puis à bientôt. Merci. Merci, au revoir. Bye. Amélie, est-ce que ça fait le tour pour toi, ça te va? Ben oui, c'est ça. Je voulais juste faire tester un petit coucou avec toi pour être sûr. Oui. Ben écoute, super. C'était, je pense, je vais arrêter l'enregistrement. C'est pas qu'on.